On a beaucoup parlé des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama, mais ce sont bien les Indiana Pacers qui s'en sont sortis vainqueurs lors du match 2 avec une énorme performance collective. On parle très peu finalement de cette équipe qui a galéré en début de saison, on va y revenir bien sûr, et qui revient très très fort. Ils sont aujourd'hui à la 5e place de la conférence Est. On le rappelle souvent lorsqu'on parle d'eux, c'était la 2e meilleure équipe de la conférence Est l'année dernière à la fin de la saison, entre la finale du In-Season Tournament et la finale de conférence surprise perdue face à Boston. Eh bien ils nous ont régalé. Et Erwan, on va d'un point de vue général déjà, on a vu les 2 matchs, vraiment en poker face, hein, là c'était incroyable les 2 matchs, mais on apprécie quand même cette équipe, toujours un peu tournée vers l'attaque, qui à l'orgueil ont fait un vrai bon deuxième match. Raconte-moi un petit peu ce que tu as vu de tout ça. Moi je vois une équipe qui est dans la continuité de ce qu'ils ont proposé la saison dernière. C'est une équipe déjà d'attaque, tu l'as dit, c'est une équipe qui aime se passer la balle. Et c'est ce qu'on a vu de nos propres yeux à Bercy. C'est une équipe vraiment où on est toujours là à vouloir rechercher la passe en plus pour avoir un meilleur tir. Ils ont eu un début de saison compliqué parce que comme toutes les équipes qui font des bonnes saisons, il faut la digérer. Et quand tu reviens l'année d'après, après une bonne saison, ben, t'as une cible un petit peu dans le dos, en tout cas une étiquette qui a changé. Et ils ont eu du mal à le gérer, à l'image de leur star qui est Haliburton. Mais finalement, et ce que j'aime aussi dans ces équipes-là, c'est qu'ils ont réussi finalement à redresser la barre. Et depuis le mois de janvier, ils sont à 9 victoires. Mois de décembre même. Ouais, même en janvier, ils sont à 9-2. Tu vois, 16-6 depuis décembre. Ouais. Donc, ils ont remis les choses un petit peu en place. Comme par hasard, Tyrese Haliburton, qui est le meneur de jeu, qui a été exceptionnel lors du match 2, lui aussi retrouve des sensations, même s'il a pris beaucoup de retard sur le début de saison. Oui. Et on verra dans les remplaçants, ça va peut-être coûter sa place au All-Star Game, mais peu importe en fait, All-Star Game ou pas, cette équipe-là redevient l'équipe outsider plus qu'elle doit être dans cette conférence Est. Après, on connaît ces équipes-là, pour qu'on les prenne nous au sérieux, pour que notre regard change, il faut s'installer dans la durée. C'est-à-dire faire un coup une saison, chaque année il y a une équipe qui fait un coup une saison. C'est vrai. Mais pour que le regard change sur ces équipes-là, il faut que les résultats soient constants. C'est à minima, pour des équipes comme ça, c'est faire des demi-finales de conférence, à minima. Donc, là, j'ai l'impression qu'en tout cas, ils se sont remis dans le droit chemin et c'est redevenu une très bonne équipe depuis 1 mois et demi. Je te pose la question, mais sur le début de saison, là, à un moment donné, ils étaient à 6-10. À un autre moment, 3 semaines plus tard, c'était à 10-15. Donc c'est vraiment, là, on est au 8 décembre, ils sont en galère. D'après toi, est-ce que c'est une équipe qui a pas réussi à digérer la saison d'avant et qui a pas réussi à redémarrer? Ou est-ce que c'est parce que Tyrese Haliburton était vraiment en deçà de ce qu'il a proposé la saison dernière? On se souvient, une adresse catastrophique, il était vraiment au bout du relax. Peut-être que lui aussi a dû digérer ses JO, malgré son temps de jeu bien sûr, mais son été en tout cas où il a été très pris. Est-ce que tu mets le curseur plutôt sur un truc collectif, tu vois, d'état d'esprit, ou est-ce que c'est parce que Tyrese Haliburton était dans un trou? Je vais te dire les deux. Et les deux quand même. Je vais évidemment t'expliquer pourquoi. Parce que quand ça va mal dans une équipe, c'est rarement la faute d'un mec. Vraiment. Oui. C'est rarement la faute d'un mec. Et peu importe les équipes, c'est dur, trop dur et souvent injuste de tomber sur quelqu'un. Ça peut marcher pour un coach, mais c'est un rôle qui est forcément différent que celui de joueur. Les deux, parce que je pense que, je le redis, quand on fait une bonne saison l'année dernière, comme font les Pacers, peut-être que eux se sont vus trop beaux. Et sur les matchs de début de saison des Pacers, évidemment, il y avait un peu de suffisance. Ils défendaient pas une cacahuète. Ils se sont certainement vus trop beaux. Et ça s'est vu dans les résultats. Et dans certains matchs qu'ils ont lâchés. Et puis ensuite, ben évidemment, quand ton meilleur joueur, qui en plus est meneur de jeu, il tourne à 18% de réussite, ben c'est très dur de gagner des matchs parce que la NBA, c'est particulier. Les stars, en Europe, quand une star, elle va pas bien, elle peut rentrer dans le passing game, elle peut annoncer des choses, des systèmes et être moins dans le tir. Une star NBA, elle va prendre 20-25 tirs par match. Si elle est pas bien, même dans des moments de creux, elle prendra 20-25 tirs par match. Et elle va jouer beaucoup de possessions. Donc, c'est une gestion des stars qui est différente de ce qu'on peut trouver des fois en Europe. Où un coach va lui dire, tiens, viens t'asseoir, je vais te mettre sur le banc, tu vas jouer, tu vas jouer un peu moins. Voilà. En NBA, ça n'existe pas. Donc, si ta star, elle va pas bien, il faut que tu te démerdes pour qu'elle aille mieux et qu'elle se remette en jambes. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec les Pacers. Donc c'est sûr que eux se sont vus certainement un petit peu beaux. Haliburton, peut-être s'il s'est vu un peu trop beau aussi parce que l'année dernière, on parlait de lui de top 3, top 4 meilleur meneur NBA et c'était mérité. Oui. Peut-être que la digestion d'un été olympique, parce que tous les gens qui ont fait les Jeux Olympiques, peu importe les temps de jeu, ça reste des étés très longs. Tu te coupes pas, voilà. Tu te prépares pas. Donc je pense que tout ça additionné, ben ça a fait qu'ils ont fait un début de saison moyen, mais ce que j'aime bien dans des équipes comme Indiana, et c'est pour ça que je suis très hypé par leur deuxième partie de saison, c'est de me dire, ok, ils ont traversé ça, et ils ont déjà
Ils ont réussi à remettre le bateau en marche. Et ça, c'est intéressant. Quand tu réagis après des mauvais débuts de saison. Je vais te dire un truc qui est plutôt étonnant, mais ils sont à peu près dans le même type de pourcentage de victoires que l'année dernière. Donc l'année dernière, ils finissent à 47 victoires. Ils sont bien placés. C'est une vraie bonne saison. On était tous contents pour eux. Rick Carlisle a réussi à faire des choses. Ils étaient à 57% de victoires. Cette année, ils sont à 55% de victoires. Donc en fait, ils sont à peu près dans les mêmes eaux, malgré un départ ultra compliqué. Pas le même chemin. Pas le même chemin, mais on verra à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont, je viens de le dire, avec le super mois de janvier, le très bon mois de décembre aussi. Ils sont clairement en train de remonter. On peut les imaginer, pourquoi pas, être à la lutte, voire aller chercher un spot pour avoir l'avantage du terrain. Je pense que d'ailleurs, c'est leur objectif assez affiché, assez clair pour cette fin de saison. Ils sont exactement dans ce qu'ils sont parce que la NBA aujourd'hui, on s'en rend bien compte, c'est impossible d'avoir une saison pleine de sérénité. En fait, toutes les équipes, on en parlait la semaine dernière déjà, mais en fait, tu le ressens bien. Regarde, les Cavs, ils partent 3 matchs d'affilée. On est tous en train de dire, oula, attention, etc. En fait, la saison est tellement difficile entre le jeu des blessures, les méformes, les fatigues, les voyages, les machins. On peut mettre le curseur où on veut sur les différentes raisons. Mais en fait, il n'y a plus aucune équipe qui arrive à cruiser de bout en bout. Donc, soit tu fais un mauvais départ, tu réagis, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Soit d'autres font des départs canons et à un moment donné, il va falloir gérer les temps faibles. C'est plutôt la vie des Cavs, même si je aujourd'hui les équipes au même niveau. Aujourd'hui, je lisais un article sur ESPN sur les Boston Celtics en se disant il faudrait qu'ils retrouvent leur instinct de killer. Bon, pour te dire que c'est fou que toutes les équipes, la saison, de toute façon la saison régulière est tellement longue que t'as raison, c'est dur de faire 82 matchs quasi parfaits. La dernière équipe à avoir fait ça, on a l'impression que c'était les Warriors avec leur 73-9, mais si oui, t'as raison, c'est tellement long, tellement dur qu'effectivement il y a des périodes de creux. Maintenant, c'est bien de les choisir, vaut mieux quand même moins bien commencer et mieux finir que faire l'inverse. Oui. Et tu vois, du coup, c'est la question qu'on se pose avec les Cavs en ce moment. Mais mine de rien, Indiana, avec l'expérience de leur saison dernière, ça leur a servi aussi à revenir, j'ai l'impression, peut-être pas encore au meilleur des moments, mais en tout cas à ramener des résultats bien positifs dans ce qui va être la deuxième partie de saison, la dernière ligne droite de la saison régulière. Le petit point sur la conférence Est, je vous le donne à l'heure actuelle, Cleveland 36-9, Boston 32-14. Évidemment, il y a un petit écart. Les Knicks 30-16, les Bucks 25-18 et donc les Pacers sont à 25-20. Donc vraiment là on parle il y a un seul match d'écart entre les Bucks et les Pacers et puis à 4 matchs au-dessus, je vous dis quand même que les Pistons sont 6e. Tant que les Pistons sont top 6, il faudra toujours les citer tant ils nous régalent et on imagine bien sûr Cade aller au All-Star Game, on en parlera dans quelques instants ensemble. Restons sur Indiana, on va se projeter petit à petit sur les ambitions de cette équipe. On rentrera dans les associations, il y a pas mal de trucs à raconter sur Miles Turner, sur Pascal Siakam, mais tu as parlé à Tyrese Haliburton, c'était la semaine dernière et tu lui as posé la question des ambitions, c'est intéressant d'entendre sa réponse. Yeah, just keep defending at a high level. Offensively, we feel like we can score against anybody. We have to be able to get stops to win games. And I feel like the reason we've had a lot of success in January is because we've been defending at a really, really high level. So if we do that, we're really hard to beat. So, I think our focus is just to get to the playoffs. We'd love to have home court advantage. So to be a top 4 seed is definitely, a goal of ours to have home court advantage in the playoffs. But, I definitely think that we can compete against anybody and, just trying to keep stacking days every day. Let's talk about. Et il est lourd ton salon, hein. C'était un peu le bordel. Il y avait un mec derrière bizarre en plus. La femme de ménage passait que le lendemain, mais bon, je lui dis, installe-toi, Kiki. Ouais, il est dormi à la maison en plus. Il a dormi à la maison. Bel endroit, hein. Ouais, écoute. Bel endroit. Écoute, les affaires marchent bien, Thomas. Ah, vache, c'est First Team qui paye, bravo, hein. Bon, au-delà de tout ça, je mets en corrélation ce qu'il vient de nous dire sur la défense. Il parle beaucoup de la défense. Ils peuvent pas espérer. Ils sont pas fous, ils savent, hein. Ils sont 20e défense au rating. On connaît bien sûr les qualités d'attaque et les quelques trous en défense, mais c'est d'une évidence implacable. Les Pacers vont pouvoir viser le top 4 et pourquoi pas passer des tours de playoff s'ils défendent. Mais je crois pas que cette équipe-là deviendra une top 5, même top 10 meilleure défense NBA. Mais ça veut pas dire que ça les condamne. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre l'ADN de chaque équipe. Et cet ADN des Pacers, c'est l'attaque, c'est le passing game, tout le monde peut scorer, c'est la profondeur de banc. Maintenant, ils ont quelques soldats pour défendre. Ils ont aussi des défenseurs intérieurs qui sont capables d'être dans la dissuasion, capables de mettre du bois. On les a vus, hein, Pascal Siakam et Miles Turner sur le match, sur le deuxième match, se mettre sur victoire en lui disant Kiki, t'es chez toi, mais on va te faire la misère. Et ils ont réussi à le faire. Ce qui va être important pour les Pacers, c'est savoir défendre les moments importants des matchs.
Voilà, ça sera jamais leur ADN première, mais par contre, avec ce qu'ils ont vécu l'année dernière, une finale de conf, sortir les Knicks en demi-finale alors qu'ils n'avaient pas l'avantage du terrain, même si il y a eu pas mal d'alignement des planètes pour eux, il n'empêche. Oui. Mais c'est dire, ok, il y a des moments quand même, dans des temps faibles ou dans des moments très chauds, où le match va se jouer, où justement on doit pas prendre un écart, c'est être capable de défendre bien sur 2, 3, 4 minutes. Voilà, c'est comme ça qu'il faut aussi voir les choses. Rick Carlisle va pas faire de cette équipe-là les Bad Boys de Détroit, où ça va marbrer, ça va défendre le plomb. Non, mais c'est important, et c'est pour ça que j'aime ce que dit Tyrese Haliburton, c'est de se dire, il faut que défensivement, on sache les bons moments des matchs où on va pouvoir, là, pour le coup, personne peut tricher. Et comme par hasard, quand ils font ça, eh ben, ils sont remis à gagner des matchs. Quelques stats l'année dernière, parce qu'on parlait d'ADN. L'année dernière, ils étaient 24e défense au rating. Bon, ok, ils encaissaient très exactement 118 points au rating. Mais ils étaient deuxième attaque l'année dernière. Ils marquaient 121 points. Tu te souviens, c'était une attaque de feu, incroyable. Ils sont pas exactement dans les mêmes eaux. Donc la défense a un petit peu progressé, enfin clairement progressé, puisqu'ils encaissent maintenant 4 points en moins, 114. Par contre, l'attaque, et peut-être dû au début de la saison, hein, clairement, elle est tombée à 115. Ils étaient à 121 l'année dernière. Ils sont à 9, enfin ils sont 9e au rating. Donc cette équipe, elle a l'air d'être un peu meilleure, en tout cas par rapport aux autres défensivement, mais elle a aussi un petit peu perdu offensivement. Et évidemment, je mets ça en perspective avec l'idée que le début de saison et l'adresse en berne du leader Tyrese Haliburton change la donne. Ce que je vois quand même sur les deux matchs là, il y a un match où ils mettent plus un pied devant l'autre parce que les autres ils les bouffent d'abord défensivement et dans l'intensité, puis quand ils reviennent à l'orgueil et qu'ils ont des moments de grâce, Haliburton il met 18 points dans le troisième quart, donc 16 d'affilée. Bon bah en fait, c'est ça qu'ils doivent aussi être capables de faire. T'as parlé de la défense, mais aussi en attaque, de faire des runs aussi en attaque par de l'adresse, par de la course. Ça, moi, je suis pas inquiet là-dessus. Là, ça a été à Haliburton, mais on sait que Matchner peut prendre des crises externes. On sait que Nembhard peut aussi vraiment avoir des crises aussi. Que Pascal Siakam reste un joueur supérieur. Et on va revenir là-dessus. Bien sûr. Aussi, donc même s'il a été très bon, très sobre, Pascal Siakam, j'aurais presque même aimé qu'il prenne un peu plus le lead par moment. Il a joué collectif. Il a pas eu ce besoin-là. Mais oui, on sait que de toute façon le danger peut venir de tout le monde dans cette équipe. C'est aussi ça leur qualité. Alors parlons un peu plus de l'équipe, et tu as posé la question à notre ami Miles Turner qui parle justement de sa relation à Pascal Siakam. Ça nous permettra de parler un petit peu du Camerounais. Yeah, we got good chemistry. You know, I feel like he's someone who does a lot of his damage, you know, in the interior, and I do mine for the outside, and vice versa. You know, we both give each other room to work, and he's been a big piece for us. You know, a big part of what we do. Très belle petite tour Eiffel, Erwan, vraiment la déco et tout. Ça se voit que c'est une femme qui l'a faite, ça. Je reconnais tout de suite la patte féminine. Alors, Pascal Siakam, 20 points, 7 rebonds et 3 passes cette saison. Je le couple à Miles Turner, lui, qui a 15 points, à 7 rebonds. Mais lui, il faut parler de ses contres. Il a 2 contres par match. Franchement, ils ont un peu, tu sais, tous les atouts, ce duo d'intérieur. Ils sont à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Punisseur de mismatch, on en a parlé. Pascal Siakam, terrible là-dessus. Tu sais ce que je pense de Pascal Siakam. Tu l'adores. Voilà. Et tu sais où j'aurais aimé qu'il aille pour relancer une dynamique au moment où il était sur le marché des transferts. Il va falloir tourner la page, Erwan des Warriors, c'est fini. On a tourné la page. Quand il arrive aux Pacers, je me dis, je m'y attendais pas, je me dis, ok, c'est un vrai coup, et c'est exactement Siakam, le type de joueur qui doit amener cette équipe dans une division, dans un monde où ils ne sont pas aujourd'hui. Au moment où arrive Siakam. Et ça a été le cas. Et finalement, ça a été le cas. Ils sont allés en finale de conf. Donc, vraiment, c'est Indiana, on a du mal à le matérialiser, mais vraiment, si on prend le roster et que comme ils l'ont fait il y a un peu plus d'un an, rajouter Siakam, pour moi, c'est vraiment dire, ok, on peut, comme le disait Haliburton, on doit appartenir à ce top 4 de l'Est. Et je le crois vraiment en disant ça. Parce que t'as un top meneur All-Star et t'as une doublette d'intérieur de très haut niveau. Siakam a été All-Star, Miles Turner ne l'a pas été, mais il est quand même frontalier. On pouvait imaginer qu'un jour il soit au potentiel. Il est quand même frontalier avec ce niveau-là. Certains diront oui, non, mais ça reste un joueur quand même efficace des deux côtés du terrain. Et puis derrière, on connaît tous les talents qu'ils peuvent avoir sur les postes de 2, 3, 4. Donc, cette équipe-là, aujourd'hui, je te dis, moi, quand Siakam est arrivé, quand on compare Cleveland, ils ont 2 forts arrière, ils ont 2 forts intérieurs. On peut comparer un petit peu la construction de cette équipe-là avec les Pacers aussi. Ils n'ont pas de Donovan Mitchell. Ils n'ont pas de Donovan Mitchell. Là, voilà. Ils n'ont pas de Donovan Mitchell, mais dans la construction, ils ont ça. Ils ont plus de nombre, si tu veux, mais ils ont moins de talent. Ce qui va dans ton sens, Erwan, c'est simple, hein. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à 10 points en plus. Donc, je vais vous donner. Siakam est le meilleur scoreur, 20 points, je l'ai dit. Haliburton est à 18 points et presque 9 passes. Benedict Mathurin est magnifique cette saison. Il nous montre, de toute façon, pourquoi tout le monde l'adore depuis sa saison rookie. Il a 16 points par match. Miles Turner, 15 points. Andrew
Andrew Nembhard, lui, est à 10 points. TJ McConnell en sortie de banc, il est magnifique, il est à 10 points lui aussi et 4 passes. Obi Toppin, et c'est bien installé sur ce poste 4 backup, et il donne des bonnes... Il joue avec confiance, mon gars, lui. On l'aimait bien, mais il défendait pas aux Knicks. Là, franchement, il s'éclate dans ce jeu d'attaque. Hein. Registre simple, registre maîtrisé. Et c'est bien. Mais c'est très bien. Oui. C'est la qualité d'un joueur, hein. On le dit toujours. Savoir ce que tu peux faire sur un terrain et savoir ce que tu ne peux pas faire sur un terrain. Il y a des joueurs très forts, mais ils s'imaginent encore plus forts que ce qu'ils sont, ils font des carrières de merde. T'as des joueurs moyens, mais ils savent exactement ce qu'ils veulent faire sur un terrain, ils font des meilleures carrières que des joueurs forts. Clairement. Ça, c'est une vérité. Il y a des noms, on peut pas les citer malheureusement, mais des noms, on peut en sortir plein. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. J'ai pas cité Jarras Walker, qui fait une bonne deuxième saison. Et Thomas Bryant qui arrive en saison, qui leur amène de la taille et des points à l'intérieur. Et évidemment, sachant qu'Aaron Smith n'a joué que 10 matchs cette saison. Lui, la révélation des playoffs de la saison dernière. Donc voilà, en tout cas... Jimmy Fluffy. Ouais, exactement. Jimmy Furphy, il a joué 30 matchs, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce bon vieux Jimmy Furphy. Prends les miettes quand même, hein. Voilà. Jimmy Furphy, c'est un peu jacouille quand même. Il mange avec toi, mais il mange par terre par contre. Hein. Horrible. Et Ben Shepard aussi. Bien sûr qu'on a pu croiser. Oui. On l'a pu croiser quand on l'a croisé au match des célébrités. Là. Il était là. Il était content. Belle moustache, hein, toujours bien équipestre en termes de moustache, ce gars-là. À rajouter aussi qu'on a croisé James Johnson plusieurs fois. Vous savez que c'est un gars de la bagarre. Il est sursapé. On était à l'entraînement. C'était mercredi. Il s'est entraîné avec des grills. Ouais, mais personne qu'il a 40 piges, aussi. Personne va rien lui dire. Ça, surtout pas moi, il va te mettre un high kick, le mec. Et puis il m'a donné des idées. Moi, peut-être que la prochaine émission, j'aurai des grills. Est-ce que tu peux aussi te couper un petit bout de sourcil là, si tu veux. Le barbeur demain, ça va être... Eh ben voilà, très bien. Bon, parlons des ambitions pour clôturer tout ça. Erwan, tu parlais de l'avantage du terrain en play-off. Ça, c'est l'objectif avoué. Alors, il va falloir passer les Bucks, hein. C'est possible. C'est pas simple. Et tu parlais d'un éventuel deuxième tour des playoffs. Ce serait une déception en fonction de ce qui se passe, bien sûr. Et évidemment, tu finis 7e, c'est pas la même soupe. Mais en tout cas, on les imagine être meilleurs qu'Orlando, avec les blessures. On les imagine être meilleurs que Détroit, qu'Atlanta, que Chicago, que Philly, bien sûr. On est plutôt d'accord là-dessus. Non, mais complètement. Pour moi, ils sont 5e et toutes les équipes en dessous, pour moi, n'ont pas le niveau des Pacers. Maintenant, il va falloir faire des coups. Il va falloir enchaîner des séries, comme ils ont été capables de le faire en décembre, comme ils ont été capables de très bien le faire aussi sur ce début d'année 2025. Parce que devant, Milwaukee, ça prend des matchs. New York, ça prend des matchs. Cleveland et Boston paraissent presque intouchables. Donc, il va falloir quand même que aussi leur challenge, il va être là. Parce que arriver en demi-finale de conf avec l'avantage du terrain, l'année dernière face à New York, ils n'ont pas l'avantage du terrain. Alors il y a des New York qui finissent à 4 avec une équipe, avec des mecs de R3 pour finir le match 7, mais on sait qu'un match 7, quand on voit ces équipes-là qui sont finalement toutes assez proches les unes des autres, je mets Boston au-dessus. Eh ben, l'avantage du terrain sur un match 7, ça peut quand même faire une différence énorme. Et ça peut te permettre de retrouver une finale de conférence. Voilà. Absolument. Bon, je suis d'accord avec toi, je vais rien rajouter. En revanche, je vais te parler d'un dernier truc qui pourrait poser problème pour la fin de saison. C'est un truc assez simple, puisque Miles Turner, qui avait signé, tu te souviens, à un moment donné, où il était dans toutes les rumeurs de transfert, avait signé un contrat de 3 ans dans un truc dégressif. Là, il gagne 19 millions cette saison, et donc en fin de contrat cet été. Et lui connaît sa valeur, ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Il veut 30 millions la saison. Voilà. Bon, ça on est plutôt d'accord là-dessus. Apparemment, les Pacers n'ont pas envie de lui donner. Ils se posent la question de est-ce que ce gars-là vaut 30 millions la saison? Ce qui pourrait donner un cas d'école, une nouvelle fois. Tu veux 30 millions? On te donne pas 30 millions. Donc, on va être obligé de te transférer d'ici la semaine prochaine et être à deadline parce qu'on ne peut pas te perdre pour rien. On est quand même, à un moment donné, un peu à la croisée des chemins. On adore Miles Turner. Je pense qu'il a une cote très haute. En plus, en ce moment, il y a Jakob Poeltl, Vucevic et Walker Kessler qui sont les pivots les plus demandés de la NBA. Lui pourrait en faire partie. Clairement. Qu'est-ce qu'on pense de ce cas de figure qui peut s'avérer être compliqué, hein? On a parlé des backup pivots, donc avec Thomas Bryant notamment. Moi, je reste persuadé que si il décide de transférer Miles Turner en cours de saison, donc d'ici la trade deadline, c'est compliqué au vu des ambitions affichées par Tyrese Haliburton de maintenir ce cap-là. Aujourd'hui, tu as un pivot titulaire. Alors, Miles Turner, c'est toujours le problème de Miles Turner. S'il tournait à ne serait-ce que 19 et 11 de rebond, je pense qu'il peut le faire. Les questions, elles se poseraient moins. Il a toujours ce truc, Miles Turner, comme cette espèce de niveau All-Star. Il l'est pas, il pourrait l'être, mais il l'est pas, mais il est pas loin. Mais donc, les Pacers ont tranché, en tout cas de manière officieuse, de dire on te donnera pas 30 millions. Pour l'instant. Mais si tu le laisses partir, ton pivot titulaire qui fait quand même 15-7 et plus de 2 contre et demi par match. Qu'est-ce que tu auras en échange? Qu'est-ce que tu as en échange et
Et le trou que tu risques de laisser derrière, c'est dangereux à ces jeux de chaises musicales aussi pour trouver de la stabilité. C'est quand même laisser partir un starter pivot en plein milieu de saison, c'est quand même pas la meilleure des idées. Et on connaît les équipes qui lâchent des pivots qui sont là depuis longtemps. Je pense bien sûr à Minnesota. Même si t'as des bons joueurs en échange, tu peux perdre gros. C'est pas la même valeur. Il faut réécrire une hiérarchie après. Exactement. Tiens, je te donne vite fait pour finir la structure des contrats d'Indiana. Tyrese Haliburton est en contrat jusqu'en 2029. Il gagne 42 millions. C'est exactement la même somme que Pascal Siakam qui a prolongé avant la fin de la saison. Là, il est sous contrat jusqu'en 2028. Donc les deux stars sont là. Ensuite, t'as Obi Toppin qui est en contrat à 12 millions jusqu'en 2028. Il est à 16 millions bientôt. Aaron Nesmith, il a 11 millions la saison encore pendant 3 ans. Donc lui, il est bien. TJ McConnell aussi a été prolongé. Il est à 9 millions. Benedict Mathurin est dans son contrat rookie. Mais bon, il n'y a rien à dire. Charles Walker, c'est la même chose. Bref, tu vois, ils ont 2 énormes contrats. C'est une vraie question d'un point de vue d'une franchise qui est pas dans les gros marchés, qui est pas parmi les plus gros revenus de toute la NBA. Est-ce que tu te mets en danger pour une équipe, et on le sait tous, qui sera jamais championne? Tu vois, c'est aussi ça. Bah oui. En tout cas, moi, si c'est moi qui paye, je me pose la question. Minnesota a tranché dans le vif. Est-ce qu'Indiana tranchera dans le vif la semaine prochaine? Très intéressant à suivre, en tout cas. Toujours très dur de dire jamais championne, mais en même temps, je les vois pas champions. Donc, oui, d'accord. T'as raison. Elle peut peut-être être championne, j'y crois pas. Bon. Non, mais voilà, ce serait quand même fou. Après, moi, je me souviens de Miles Turner en playoff, quand même capable de mettre des sacrés jeux, capable de mettre des gros tirs. Il est là présent sur les fins de match défensivement aussi. D'accord, mais est-ce que ça vaut 30 millions? JMR1 dans le basket d'aujourd'hui? Bah je sais pas, je pose la question, tu lui donnes avec ce que je viens de te dire là. Tu lui donnes les 30 millions? Tu vois, la question tu me la poses, donc je comprends aussi la position du front office. J'essaie de négocier avec le joueur. Alors on sait que les joueurs, quand ils veulent 30 millions, c'est pas, tu leur donnes pas 25 et ils sont contents. Hein. Non. Ils veulent 30, ils ont une assez haute opinion d'eux-mêmes. Moi, je crois qu'en tout cas, si fenêtre, il existe, et même toute petite qu'elle soit, il faut que ça se passe, il faut que ce garçon-là reste. Voilà. Et après, peut-être que c'est sur des coups, sur des postes 3, ailleurs où t'arriveras à faire des coups, peut-être qui tombent un peu de nulle part. Mais en tout cas, si Miles Turner s'en va, pour moi, tu fais 2 pas en arrière. Ah, écoute, donc moi, je lui donnerais 30 millions. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Tu sais quoi, je mets un sondage très rapide, les amis. Répondez sur Twitch ou sur YouTube. Est-ce que Miles Turner vaut les 30 millions? Dans le basket aujourd'hui, hein. Encore une fois. Il n'est pas All-Star. Sa meilleure saison, c'est 18 points et 7 rebonds. Je vous donne le contexte. C'est intéressant de savoir. Avec les deals aujourd'hui qui sont passés, on l'a vu, Pascal Siakam, c'est 42 millions. Donc, c'est 12 millions de moins que Siakam. Voilà, aujourd'hui, un peu n'allons pas sur les salaires à l'époque de Tony Parker et Tim Duncan. Non, mais merci. Ça n'a aucun sens. Donc, Nick Claxton est à 25 millions, on nous dit par exemple dans le chat. Moi, je pense que 30 millions, je lui donne. Bah, moi, là où je te rejoins complètement. Parce que Indiana, c'est une équipe qui se doit de rester compétitive. Et qui va pas attirer de free agent. C'est aussi une région basket à fond. Et t'as raison, c'est une région et c'est une franchise qui fait jamais de gros coups sur le marché des transferts. Personne se dit, waouh, je vais à Indiana. Tu vois? Donc, là, t'as des mecs installés. Moi, je lui filerai 30 millions. Il est encore jeune, il a 28 ans. 28 ans. Lui, il pense aussi à se dire, c'est maintenant que je vais prendre un gros contrat. Et il a raison. De toute façon, on est dans une négociation, c'est un bras de fer, malheureusement, entre une équipe où tu as envie d'être, je pense qu'il a envie d'y être, et puis des propriétaires qui peuvent pas lâcher non plus toute la maison pour un joueur. En tout cas, là, vous êtes plutôt à 50-50. Écoute, là, ça part sur 50-50. Mais c'est à l'image de ce joueur-là. Intéressant. Écoute ça, Erwan. Hartenstein est à 30 millions. Et pour Turner est plus fort. Je rappelle un dernier truc, c'est que à OKC, ils ont de l'argent. Là où les contrats, là, ils sont déjà signés. Donc, il y avait ça aussi à mettre en ligne de compte. Mais à partir du moment où tu dis Hartenstein, c'est 30 millions, moi, pour moi, c'est 30 millions. Oui. C'est des joueurs à peu près du même niveau. Tu en préfères un ou l'autre. C'est pas le même profil. C'est pas d'All-Star. Mais c'est des vrais titulaires de la NBA avec qui tu peux voyager. Merci. Voilà, c'est exactement. Tu voyages. Et les Pacers ont déjà voyagé avec lui. Au bout d'un moment, tu sais ce que tu vas lâcher. Un mec, ça fait 8 ans qu'il est là. Chez toi, tu l'as eu rookie, tu l'as vu progresser. T'as fait les meilleurs résultats de tes 10 dernières années avec lui. Lui, tu sais ce que tu vas lâcher. Tu sais pas derrière ce qui va se passer. Moi, ce jeu de pièces en l'air, surtout dans une franchise comme les Pacers, j'irai pas jusqu'à là. Donne-lui 30 millions. Et maintenant, si tu prends 30 millions grâce à nous, n'hésite pas à mettre 1 ou 2 de côté pour nous. Voilà, prends 90 sur 3 ans. Tu te rends bien compte que mon loyer, il est pas donné. Hein. Tu payes cher, là. Ouais, combien là maintenant? C'est papa qui est propriétaire. Ah, c'est pour ça. Attends, la dernière fois que j'ai regardé tes trucs, c'était quand même 3 800 € le loyer. Hein. Oui, mais c'est que pour le salon, parce qu'il faut rajouter la chambre. Hein.
Oh, la baraque. C'est la table basse, hein, qui coûte 3800 par mois. Il est bête, il est bête. Bon, voilà pour ces petites questions. Je regarde parce qu'il se passe plein de trucs en ce moment. Il y a Pierre Sage qui vient de se faire limogestre. Le pauvre Pierre qui, malheureusement, devrait retrouver du travail très rapidement, un petit peu plus loin. Alors, les amis, oui, à 80%, Miles Turner vaut les 30 millions sur Twitch. Bravo les gars. Et je finis sur tac, 51% oui sur YouTube. Donc là pour le coup vous êtes beaucoup plus partagés. On verra. L'avantage de la trade deadline, les gars, c'est que c'est la semaine prochaine, c'est dans 10 jours. Hein. Et on espère qu'il va y avoir un jeu de chaises musicales pour tous les pivots que j'ai cités tout à l'heure. Pas chez les Pacers, en tout cas, voilà. Et pas chez les Pacers. Moi, ça me ferait chier. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, on aime les projets sportifs. Nous, on voit d'abord les trucs sportifs, puis après, on se rend évidemment compte que c'est l'argent qui guide, évidemment, qui dicte le monde. Ça, vous le savez. Ok, Ragasonic. Oh, la vache. Ah bah oui, je me souviens très bien. Mais je pense que là, on a perdu encore une fois 80% de l'audience. Oh, mais merde, d'accord. Je vais pas faire des références à Vianney pour garder du public. Tu as raison. On va pas parler de Vianney. En revanche, on va parler des matchs de ce soir. On parle des matchs de ce soir parce que c'est une grosse nuit à 12 matchs. Les Pacers sont encore dans l'avion, bien sûr. On va les regarder ensemble, mais avant ça, comme toujours, on fait un petit détour vers nos copains de Winamax parce que faut nous rejoindre si vous voulez parier. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Comme toujours, hein, notre partenaire annuel Winamax nous soutient. On regarde quelques matchs. Avant ça, petit erratum. Erwan, c'était les nègres marrons. Ouais, voilà, je le dis comme ça. Ragasonic, voilà. Il faisait un truc comme ça un petit peu là sur le monde et tout contre les nègres marrons. Jackie et Benji. Alors on y va tout de suite. On regarde ensemble cet homme qui a choisi les meilleures affiches du soir. Je voulais te les montrer. Regarde, on a choisi 6 affiches pour ce soir. Comme toujours, on fait gaffe. Il y a un Charlotte Hornets Los Angeles Lakers. Bon, je te pose pas la question. Il y a un Cleveland Détroit par contre. Cleveland, je l'ai dit, 3 défaites d'affilée. Ils sont à domicile face à Détroit. Attention les yeux. Le 4,80 de Détroit, ce serait une incroyable cote. Hein. Ouais, je l'ai vu, t'inquiète, elle me plaît bien. Miami, Orlando, dans le duel de Floride. Regarde les cotes, elles sont pratiquement pareilles, parce que Jimmy Butler n'est toujours pas parti, et que Orlando, il y a toujours des blessés. Bon, ok. Celtics, Rockets. Ça, c'est pas le match de la nuit? Ouais, c'est à Boston. C'est à Boston. Il revient 1,38 et 2,95 pour les autres. Pépère qui revient au TD Garden. Il y a beaucoup de choses à raconter pour ça. Va falloir raser les murs. Tout à fait, t'as raison. Les Knicks accueillent les Memphis Grizzlies, 1,54 et 2,40. Et les Sun Clippers. C'est une très, très belle nuit. Il y a pas mal d'oseilles à se faire. N'hésitez surtout pas d'ailleurs le matin, hein, si vous faites des petits combis, sans évidemment mettre trop d'argent. Essayez de faire les meilleurs combis pour gagner de l'argent. Vous pouvez nous les envoyer, taguez-nous le matin, on retweetera avec plaisir. Voilà, nous, on va pouvoir se concentrer sur la suite maintenant, puisqu'il y a un gros sujet qui nous attend, c'est celui du All-Star Game.